Je vais vous parler de développer sans compromis sur la qualité. C'est une petite expérience que j'ai vécue dans ma carrière, puis je vous explique un peu comment les tests sont venus améliorer énormément la qualité du code que je fais. Puis je vais vous présenter un peu quel outil est venu améliorer, m'aider dans ce parcours-là. Je m'appelle Jean-Michel Gingras. Je travaille chez Pixis Studio. On est une petite firme de développement logiciel. On est peut-être une bébête à plusieurs têtes, là. On fait des formations agiles. On donne des formations sur Professional Scrum Master, PSPO, puis toute une suite là-dedans. On fait aussi du développement de solutions qu'on va revendre. Dans le temps, on avait développé Urban Turtle ou Greenhopper pour des plugins agiles pour Jira. Puis, on fait aussi du développement sur mesure. On va accompagner des entreprises à développer leur logiciel ou à les fournir des... j'aime pas dire comme ça. On va accompagner des équipes de développement à développer leur logiciel en leur apprenant les bonnes pratiques, surtout agiles, puis de développement, puis tout ça dans le but d'atteindre leur objectif. On se spécialise principalement dans les applications web. Les exemples que je vais donner, c'est souvent dans le contexte d'une application web. C'est pas parce que vous êtes dans un autre contexte que ça ne marche pas, mais souvent, ça va être peut-être d'autres outils qui vont être plus pertinents pour vous autres. Qu'aujourd'hui, on parle de qualité. Qualité, c'est simple, c'est que quand on développe quelque chose, c'est que l'application qu'on développe, qu'elle respecte les specs qu'on a définis. On va parler aussi de tests automatisés. Qui pense que les tests automatisés, ça augmente la qualité de notre programme à la fin? Okay. Qui pense que les tests automatisés, ça accélère le développement d'une application? Un petit peu moins, hein? Est-ce que c'est plus vite quand tu fais des... Dans les deux cas, je laisse juger, là. C'est qui fait des tests automatisés dans pas mal tous ces projets? C'est pas mal. Puis vous ne trouvez pas que ça va vous aider à aller plus vite? Puis c'est vraiment un coup pour se rendre plus loin? Moi, c'était une des prémices qui... Je pense que les tests automatisés nous permettent de faire les deux, surtout quand on revient à augmenter une application. C'est sûr que si vous faites une petite preuve de concept, ça ne s'applique pas. Je vais vous raconter un peu mon histoire, puis vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive à utiliser, comment j'ai perçu les tests. Je suis tombé à l'école des tests. Au début de ma carrière, je suis tombé dans une entreprise qui mettait beaucoup en valeur les tests. Là, je me fais obligé de faire des tests. Comme tout développeur junior, je comprends difficilement la valeur. Mais avec le temps, je comprends que les tests, ça donne de la qualité. On a catché des bugs à gauche, à droite, mais ça prend du temps. Mais j'apprends un peu à utiliser les outils, puis je commence à voir la valeur là-dedans. Ensuite, je suis tombé dans l'univers de la consultation, puis je tombe avec mon premier client. Puis là, je dis, les tests, c'est le fun. On va en faire des applications qu'on développe pour les clients. Ils vont avoir une belle qualité, puis ça ne plantera pas. Puis là, la première chose que mon entourage me dit, non, on ne fait pas de tests. Le client, il ne veut pas payer pour ça. Là, je suis comme, mais pourquoi il est où le problème là-dessus? Là? Chaque fois que les vendeurs passaient avant moi, ils vendaient un peu ça comme ça. Ils disaient, les tests, ça prend du temps, puis ça coûte de l'argent. Ils ne sont pas prêts à investir là-dedans. Nous autres, on ne fait pas ça. Moi, je me sentais un peu brimé dans le processus. Je voulais faire de quoi de qualité, parce que si je développe de quoi puis ça plante, c'est pas lui, le client, qui va dire « Ouais, j'aurais dû faire des tests », et il va dire « Ouais, t'aurais dû faire... » Mais la phrase, je me suis fait dire « Pourquoi tu fais des tests? Développe-le comme il faut en premier. » Code pas de bug. C'est là que je me suis lancé dans des petites expériences. Là, il fallait que j'utilise un peu, j'optimise comment je vais faire mes tests, puis ma méthodologie pour être capable d'avoir des tests dans mes solutions, sans nécessairement que je demande à mon client, donne-moi les 3-4 premiers jours de mon travail, je vais monter un environnement qui va être capable de rouler mes tests, puis tout ça.
Fait que c'est là que j'ai commencé à jongler beaucoup avec, dans le cas de mes applications web, avec les tests end-to-end, puis un outil qui s'appelle Cypress.io. Fait que j'ai décidé de faire une expérience, dans le fond, de modifier un peu ma méthodologie de travail. J'ai intégré les tests end-to-end. Je faisais beaucoup de tests unitaires avant, mais les tests end-to-end, ce qui était super intéressant, c'est que ça me permettait de valider beaucoup de couches de mon application avec un seul test. Il y a certains inconvénients qui viennent avec, mais moi, c'est le bout que je trouvais vraiment intéressant. Puis d'utiliser du développement dirigé par les tests, du TDD. Où est-ce que je voyais beaucoup de valeur, c'est quand je travaillais pour quelqu'un, ben, il ne se retrouvait plus à me demander, ou un manager, peu importe, quand il me demandait, tu étais rendu où, ben, je suis en train de faire ma story, puis il n'a pas à me demander, ah ouais, ben, je suis rendu à ma story de test, ou on est à la fin du sprint, je rajoute des tests. Tout, vu que le TDD, ça inclut le test dans le développement, ben, je suis tout le temps en train de travailler, puis c'est fait au fur et à mesure. Fait que j'ai jamais l'impression d'être en train de prendre mon temps pour faire des tests. Puis finalement, je suis tombé sur un outil, Cypress.io. Pour moi, c'est un petit bijou. J'avais utilisé beaucoup pour les tests end-to-end, les tests, les Selenium. C'est un bel outil pour faire des tests end-to-end dans un web browser. Mais Cypress.io, ça a rendu ça à une coche encore plus loin. Je vais faire parler de un peu comment j'ai appliqué ma méthodologie puis fait du TDD en exécutant mes tests end-to-end. Tests end-to-end pour les néophiles, c'est simplement des tests qui valident toutes les couches de l'application. D'un point de vue d'application web, bien souvent, ça va être un outil qui te permet de simuler l'interaction à partir du web browser, qui va simuler les clics dans une interface graphique. Si vous avez un API ou quelque chose comme ça, vous pouvez utiliser des outils qui vont appeler directement votre API et qui va passer au travers de toutes les couches. C'est de quoi de similaire. TDD, concept largement connu. Le concept il est quand même simple. On commence par écrire un test. Bien, on trouve un outil de test, puis on écrit un test qui va échouer avant même d'écrire notre code. Une fois qu'on a écrit notre test qui échoue, on valide en l'exécutant qui échoue, parce qu'on ne veut pas de faux positifs. Après ça, on écrit le code minimum pour être capable de le faire passer. Puis ensuite, bien, on a le luxe de faire du refactoring, parce que c'est rare de toute façon qu'on écrit notre code puis ça fonctionne, qu'on l'écrit parfaitement en partant. Fait que là, si on a des petites tweaks à mettre à gauche, à droite, renommer des variables, replacer une couple de fonctions, c'est super. Fait que ça s'applique super bien dans les tests unitaires, mais au niveau du end-to-end, ça fonctionne aussi super bien. C'est juste la loupe est souvent beaucoup plus grosse, puis vous allez passer au travers de plus de code. Mais vous pouvez même utiliser au travers des tests end-to-end, puis aux tests unitaires, quand vous recevez votre user story, bien, vous allez définir un test à partir de l'interface du web browser. Qu'est-ce que l'utilisateur va faire? Fait que vous allez simuler le user story, puis après ça, bien, vous allez faire chacun des petits morceaux qui va vous permettre que l'application de se rendre à ce point-là. Fait qu'au travers de ça, si vous développez des fonctions puis qu'il y a beaucoup de petits cas limites, bien, vous pouvez faire des tests unitaires sur ces fonctions-là. Mais au moins, toutes les parties d'habitude qui sont un peu des pass-through ou vous n'avez peut-être pas besoin de repasser au travers parce que votre test end-to-end, il va déjà valider que toute cette section-là fonctionne. Les avantages de faire du DDD, bien, c'est sûr que quand tu mets des tests sur pas mal tout ce que tu codes, bien, ça augmente la qualité de ton système. Tu es sûr de ne pas faire de petits changements qui vont briser de quoi. C'est sûr qu'il faut que tu roules tes tests pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug après. Là, mais après ça, tu peux effectuer des changements sans avoir peur. Fait que si tu commences à jouer dans un morceau à droite ou à gauche, puis tu ne connais pas tout le système, mais ça t'évite de croire que tu as peut-être cassé un morceau que tu connaissais moins. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une application, puis on vous demande corrige ce petit bug-là. Puis là, une fois que tu l'as corrigé, on te dit puis tu penses-tu que tu as brisé quelque chose? S'il n'y a pas de test, la réponse c'est ben, on verra éventuellement. Ça vous force aussi à réfléchir à votre code. Le fait de devoir écrire ton test, mais il faut que tu penses vraiment c'est quoi la fonctionnalité, ça va être quoi les cas limites. Fait que ça te force à réfléchir puis de coder vraiment ce que tu veux faire. Ça t'évite de te lancer à gauche, à droite.
en premier, puis de commencer à créer plein de codes que, dans le fond, ne sera pas utile à ta fonctionnalité. Puis ça augmente l'attention à la tâche que vous allez compléter. Vu que tu te focuses à faire le code pour faire passer ton test, tu évites des fois de te créer des outils que tu penses que tu vas avoir besoin plus tard. Combien et quoi tester? Comme j'ai parlé un peu tantôt, ce qui est le fun avec les tests end-to-end, c'est que ça passe au travers de plusieurs couches. Un des patterns que je vois souvent, c'est la pyramide de tests. Dans le fond, beaucoup de tests unitaires. Pardon. Parce qu'ils disent que ça coûte pas cher à faire, c'est facile à setuper. Après ça, on regroupe certaines fonctionnalités, on peut faire des tests d'intégration. Encore une fois, le coût est plus faible que des tests end-to-end, puis ça roule plus vite. Puis des tests end-to-end, vu que c'est souvent long puis ça coûte plus cher, quand je dis que ça coûte plus cher, c'est que ça prend plus de temps de développer, on en fait un petit peu moins. Moi, je trouve que ça marche bien dépendamment du type d'application. C'est sûr que s'il y a beaucoup de cas limites, puis chacune de tes tests unitaires, ils testent des petites sections vraiment précises où il y a plein de particularités à ton application, c'est super intéressant. Mais quand on fait des applications, des fois, il y a plein de chemins que c'est des colonnes, puis on passe au travers de plusieurs services qui n'ont pas nécessairement toute la logique. Fait que les tests end-to-end, ça peut être intéressant. Ils peuvent vraiment couvrir beaucoup de parties du code. Fait que les tests unitaires, où est-ce que moi, quand je travaille, où est-ce que j'en fais, c'est vraiment les fonctions où est-ce qu'il y a des calculs, où il y a de la logique d'affaires, où est-ce que c'est vraiment pertinent. Si c'est simplement des accès à BD ou des pass-through, comme je dis, des services, j'ai plus besoin de les tester parce que je sais que ma couverture de code est faite ailleurs. Fait que des fois, je me retrouve souvent avec des formes plus bizarres où est-ce que j'ai pratiquement autant de tests d'intégration, end-to-end, unitaire. Des fois, j'ai plein de patterns différents. Des fois, si tu te retrouves avec des CRUD simplement dans ton back-end ou dans des places, tu te retrouves des fois avec juste des tests unitaires end-to-end, puis ça suffit. Fait que ça ressemble un peu comme ça, ma méthodologie de travail. Je fais du TDD, je me crée mon test end-to-end, puis après ça, je me crée des petits tests unitaires pour compléter. Puis au fur et à mesure que j'écris mon code, je rajoute mes tests. Je voulais faire ça, mais souvent j'avais un problème. Pour faire des tests end-to-end, il y avait les outils que j'utilisais, il y avait quand même un grand coût. Fait que c'était soit long à installer ou, comme tantôt je disais, c'est long à écrire, il faut que tu fasses des setups et tout ça. Fait que j'ai commencé à chercher, je me suis dit en 2018, il doit bien y avoir un outil qui fonctionne vraiment bien et qui va m'apporter beaucoup. Fait que je suis tombé sur Cypress. Cypress, c'est quoi? C'est en 2014 qu'ils ont commencé ce projet-là. La bêta, c'est quand même tout récent, ça a terminé en 2018. Pourquoi ils ont fait ça? Ils voulaient vraiment simplifier la vie aux développeurs qui font des tests sur les applications web. C'est un framework JavaScript pour les applications web. Puis à la différence de tout ce qui se faisait avant, maintenant il y en a plusieurs, mais c'est un des premiers qui n'utilisait pas Selenium pour interagir avec le browser. Une petite parenthèse, c'est open source. Fait que comment ça marche? Pour expliquer un peu comment ça marche, cet outil-là, je vais montrer un peu comment Selenium fonctionnait, tous les autres outils fonctionnaient. En passant, il y a plein d'outils de test end-to-end comme Protractor, si je me rappelle bien, Nightwatch, puis quelques autres qui utilisent Selenium en dessous. Fait qu'ils fonctionnent tous de manière similaire à ça. Fait que dans le fond, tu écris ton test qui utilise une librairie client, puis que lui, il va communiquer en JSON au travers du HTTP à un WebDriver sur le serveur qui va exécuter les tests. Ton client et ton WebDriver peuvent être sur la même machine, là, c'est dépendamment de comment vous êtes déployé. Après ça, dans le fond, le WebDriver, il convertit les messages en des messages qui sont compris par le browser. Fait qu'il y a un WebDriver pour tous les browsers qu'on veut tester. Fait il y a beaucoup de communication au travers de ça, puis il y a quand même un certain coût dans la rapidité. Puis en plus, ils sont coincés un peu avec le plus petit dénominateur commun. Pour chacun des browsers, ils n'ont pas le choix de... Dans le fond, ils implémentent autant de fonctionnalités que le pire browser offre. Je ne sais pas si vous en voyez là-dedans quel qui pourrait être le pire, mais... Fait que comment Cypress, ça fonctionne? Dans le fond, dans mon exemple, on a notre web application qui peut être hostée n'importe où.
tant qu'on a un accès HTTP à celle-ci. On peut avoir un serveur d'intégration continue où ça peut être directement exécuté à partir d'une commande sur la machine. Puis on a notre serveur que j'appelle d'exécution où est-ce que l'application va être installée. Dans le fond, sur notre serveur, ce qu'on a besoin, c'est les fichiers de test puis l'application d'installer. Fait que quand on va rouler un test, bien, on va avoir un runner qui va lire les tests puis qui va utiliser, dans le fond, des services qui sont installés sur la machine. Puis le runner va se partir aussi un browser qui va injecter du code avec des services en JavaScript. Fait que quand vous allez rouler les tests, dans le fond, Cypress il a accès à tout ce qui se passe. Dans le fond, il y a des yeux dans le browser puis autour du browser. Fait que plus tard, un peu, je vais vous montrer quelles fonctionnalités ça permet de faire, mais c'est là qu'il se différencie un peu de ce que Selenium fait. Je cherchais de quoi qui était facile à installer. Fait que l'installation, je vais vous montrer. Pour l'installer, ben, vu que c'est une application JavaScript, il faut le Node Package Manager. Pour ceux qui n'utilisent pas de JavaScript, c'est un outil pour aller chercher des packages. Fait que simplement lancer la commande npm cypress install cypress, puis c'est tout. Fait que si vous n'avez pas déjà un projet avec des tests, bien lui, il va l'installer, puis il va vous partir un nouveau projet à partir de rien. Après ça, je pense qu'il vous reste à configurer votre URL sur l'application, vers l'application que vous voulez tester, puis vous êtes prêt à commencer à écrire des tests. C'est vraiment pas compliqué. En plus, il vous part avec plein de tests en exemple, fait que vous pouvez les utiliser puis commencer à les tweaker. C'est vraiment un charme. Fait qu'en dedans de 5-10 minutes, vous êtes capable d'avoir déjà vos premiers tests. À quoi ça ressemble des tests? Bien, dans le fond, ils utilisent, si je me rappelle bien, c'est les types de tests. C'est Chai? Moi, c'est. Fait que où est-ce que tu décris, dans le fond, des sections avec des describe, puis tu nommes tes tests avec le titre it, puis dedans, en paramètres, tu vas passer la description de ton test. C'est Mocha, hein? C'est bien. Chai, c'est la librairie d'assertion. Désolé. C'est où est-ce que, on voit là avec le should, ça c'est Chai. Bon. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Dans vos tests, vous avez accès à CY. CY, c'est la variable qui vous permet d'accéder aux fonctionnalités de Cypress. Je vais vous présenter un peu l'éventail des choses que Cypress vous permet de faire dans un test. Fait que normalement aussi, ça c'est la structure d'un test. Bien, comme tous les tests, dans le fond, on va setuper, dans le fond, l'état qu'on veut. Après ça, on va faire une action, puis on va valider le résultat. Fonctionnalité du langage. C'est assez simple, ça nous permet de sélectionner. On a des sélecteurs, des actions, des comparaisons. On a plein d'outils pour interagir avec le browser, des outils pour mocker puis gérer le réseau, puis même certains tools pour interagir avec le système sur lequel on exécute nos tests. Fait que des sélecteurs, c'est simple, c'est des actions qui nous permettent d'aller chercher des choses dans la page. Fait que de base, il implémente toutes les fonctionnalités pour utiliser les sélecteurs CSS. Fait que si vous êtes familier avec comment aller chercher vos objets avec du CSS, mais c'est pas plus compliqué que ça. On peut aussi de fonctionnalités pour passer avec le texte, avec des contents. Puis on peut limiter aussi nos sélections à certaines sections de la page. Comme ça, si vous avez des trucs redondants, bien, vous pouvez vraiment scoper votre section de test à genre un module. C'est bien pratique. Vous avez des actions à tonnes. Dans le fond, tout ce que le user va faire quand il va interagir avec la page web. Fait qu'une fois que vous avez sélectionné quelque chose, bien, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez écrire dans des text input, avoir à déplacer le focus et plein d'autres. Pardon. Ce qui est vraiment le fun, c'est que les fonctionnalités sont riches. Fait que dans l'exemple, comme on voit, c'est pas juste, la fonctionnalité, c'est pas juste de cliquer, c'est de cliquer dans le coin en haut à droite. Fait qu'il dit, justement, on peut spécifier où cliquer. Vous pouvez soit dire top right, ou sinon vous pouvez dire à quel pixel cliquer. Même affaire pour quand vous écrivez, vous pouvez changer la cadence auquel la personne va écrire. Vous pouvez faire des alt. C'est vraiment facile à utiliser. La documentation est excellente. Fait que quand vous voulez faire des trucs funky, là, vous n'avez pas besoin de rien réimplémenter. Comme on a dit tout à l'heure, on a accès à la librairie Chai pour faire les comparaisons. Fait qu'une fois que vous avez sélectionné votre objet, si vous voulez faire des validations dessus, bien, votre objet dedans, bien, vous pouvez voir qu'on peut faire facilement des validations, soit sur la quantité d'objets qui est retournée ou sur la présence de certains attributs ou certaines classes. Et plus encore.
Interaction avec le navigateur, on peut jouer avec le temps. Super intéressant. Mettons que vous avez un time-out après 10 minutes puis vous voulez valider qu'il s'applique vraiment. Bien, vous pouvez dire justement dans votre test, bien, attends 9 minutes 50. Fait que ton test, il n'a pas besoin de durer 10 minutes pour valider que la fonctionnalité existe. Il y a plein de fonctionnalités pour jouer avec le local storage, session storage. On peut tout pour naviguer dans le browser, fait que visiter des pages, faire du back, faire du forward, etc. Je manque-tu d'autres trucs dans la navigation? Non, c'est pas mal ça. Côté réseau, ben, si vous avez des services JavaScript, ben, il offre des outils pour faire des spies ou des stubs. Un spy, dans le fond, c'est on va s'attacher à un service puis être capable de voir si certaines fonctions sont appelées. Stub, c'est complètement les remplacer puis moquer les appels. Puis l'autre fonctionnalité qui est super intéressante, c'est dans les background services qui sont autour, mais lui, il va intercepter chacune des requêtes faites à l'extérieur du browser. Puis ce que vous faites faire, c'est moquer des routes. Fait que si vous savez que telle requête va vers ailleurs, puis que vous ne voulez pas nécessairement qu'elle se rende, bien, vous pouvez dire, bien, quand elle va appeler ça, retournez tel message. Ce qui est le fun avec ça, c'est si vous avez appelé des third party ou des choses comme ça, bien, vous n'avez pas nécessairement besoin de les mettre up pour les utiliser. Bien du fun à avoir avec ça. Si vous voulez faire exécuter des trucs sur le système, bien, vous avez accès à des fonctions pour exécuter des commandes shell. Vous pouvez faire aussi partir un autre serveur puis lancer des commandes. Vous avez des fixtures pour loader du data, lire puis écrire dans des fichiers. Le truc que moi je pense qui est vraiment le plus, qui m'a le plus plu dans Cypress, c'est l'exécuteur de tests. Dans le fond, c'est l'outil qui est lancé quand on roule nos tests qui va nous permettre de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Ça nous permet de valider les résultats facilement. Là, comme vous voyez, c'est quand même assez clair qu'est-ce qui s'est passé une fois le test écrit. La fonctionnalité qui est merveilleuse, c'est que ça nous permet de voyager dans le temps. Fait on a toutes les étapes du test, puis on est capable de cliquer sur chacune des étapes puis voir qu'est-ce qui s'est passé à cette étape-là. Puis c'est pas seulement un screenshot, il a pris un snapshot de toute la session dans le browser à ce moment-là, puis il va te retourner à cet état-là. Fait que quand tu vas cliquer, mais tu te retrouves dans une page HTML dans l'état de l'étape. Fait que si tu veux voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est super facile. Après ça, tu peux ouvrir ton debugger puis commencer à jouer avec, comme que quand vous utilisez Chrome. C'est super intéressant. Puis justement, comme je dis, vous avez accès au debugger là-dedans de Chrome et éventuellement d'autres browsers. Puis si vous cliquez sur des étapes, bien, il va vous montrer sur quel élément il est en train d'interagir. Éventuellement, inévitablement, quand on fait des tests, bien, on veut faire de l'intégration continue, on veut les rouler bien, une fois qu'on fait chacun de nos commits, valider qu'on n'a rien brisé. Fait que, bien sûr, il y a on est capable de rouler les tests dans un headless browser, fait que sur un serveur Linux, whatever, c'est quand même facile, c'est juste une autre commande. Pendant que ça roule, il peut prendre des vidéos et des prises d'écran, fait que vous êtes capable d'aller débugger. Il offre aussi une fonctionnalité qui est un tableau de bord, qui est dans le fond tous vos résultats de test. Puis c'est à partir de ce tableau de bord-là aussi qui est capable de rouler plusieurs exécutions en même temps sur plusieurs serveurs, fait qu'il est capable de paralyser l'exécution de vos tests. Parce que souvent, bien, un des mauvais côtés des tests end-to-end, c'est que souvent, vu qu'il faut que tu attendes que les requêtes arrivent, puis il y a quand même un certain délai là-dedans, fait que ça prend du temps. Fait que c'est un bon moyen d'optimiser. Bien sûr, quand tu as des outils qui sont vraiment le fun, ils ont quand même aussi des faiblesses. Le browser support. Présentement, Cypress a choisi de juste supporter Chrome en commençant. Maintenant, dans leur roadmap, on voit qu'ils sont en train de travailler sur le support de Safari et Firefox. Je pense qu'ils ont peut-être commencé Edge, mais je ne pense pas qu'ils s'enlignent pour Internet Explorer. Mais tu sais, leur philosophie, c'était que les browsers commencent de plus en plus à se ressembler. Puis si tu es capable au moins d'avoir une bonne validation avec un bon outil sur un, puis que ça fonctionne de manière solide, après ça, ben, tu as déjà un bon début. Il y a un côté payant. Le tableau de bord, je vous ai montré dans le screenshot à la page précédente. C'est payant quand tu veux avoir des dashboards privés. Puis vu que c'est ça qui roule la parallélisation, quand vous passez un certain seuil, bien là, vous n'avez pas le choix de vous poser la question si vous voulez payer ou pas.
De ce que j'ai remarqué, c'est si vous êtes habile avec vos processus d'intégration continue, ben, c'est quand même facile de splitter l'exécution des tests dans des folders, puis sans trop se compliquer, vous pouvez appeler un module à la fois à partir de la ligne de commande. Fait il y a des moyens de paralléliser sans leur outil, c'est juste que c'est à vous de l'implémenter. Pour ceux qui n'aiment pas JavaScript, ben, il y a juste un seul langage de programmation. Là, quand je dis JavaScript, ça l'inclut TypeScript. Là. Pour les puristes, des fois, ça peut être un irritant. Puis la communauté est encore petite. Je ne sais pas si je ne trouve pas beaucoup de documentation, d'informations parce que la communauté est vraiment petite ou si parce que la documentation est tellement claire que les gens ne posent pas de questions. Ce qui est quand même un bon côté d'habitude. Fait que je vais vous montrer une petite démo de comment je peux travailler. Je vais essayer de faire ça quand même assez simple. Dans le fond, j'ai parti le debugger ici. J'ai une petite application test. Et rendu où? C'est une petite application de test là, avec des petits plugins. C'est rien de spécial. Là. Un beau petit compteur. Là. Tu vois, en plus, ça lag. C'est merveilleux. Fait que dans le fond, j'ai parti l'exécuteur de test. Il m'affiche tous mes fichiers de test avec mes tests dedans. Fait que si je veux les exécuter, ben, simplement faire Run. Il va ouvrir une autre page et rouler tout ça. Fait qu'on voit chacun de mes tests. Si vous voyez que si vous trouvez ça long, des fois, quand il charge, ben le premier coup, c'est que chaque fois qu'il charge une page, ben, il s'assure qu'il a reçu le message de il attend toutes les requêtes en attente avant de commencer à exécuter. Fait que ça, c'est long. Fait que, il y a des moyens aussi de contourner ça pour rendre ça plus rapide. Fait que là, on comprend un peu le principe. Là. Le plus fun, on va le voir tantôt. Fait que si je fais stop, comme je disais tantôt, si on va aller voir les détails d'un test, mais tout ça à droite, dans le fond. Ah, il est-tu en miroir? Ben oui. Fait qu'à gauche, à droite, ça c'est un miroir. Fait qu'à gauche, j'ai accès à toutes les étapes. Si je clique dessus, ben, je peux aller directement interagir avec. Ah, peut-être pas là. Ah oui. Fait qu'après ça, ben, si je veux aller voir qu'est-ce qui s'est passé, ben, je peux aller inspecter. Fait que c'est quand même facile à utiliser. On se retrouve dans un environnement connu. On peut voir d'autres choses. Fait qu'on a les beaux résultats. Fait que si on fait back, on va fermer ça, retomber à la liste des tests. Dans le fond, la manière que je travaille, c'est quand même assez simple. On va retourner faire une petite démo. Dans le fond, quand je vous ai parlé beaucoup de TDD au début, mais juste une petite manière de le présenter. Dans mon processus, comment je travaille, ben, exemple, si j'aurais voulu que mon inscription ne soit pas activée tant que mon form n'est pas complété ou valide, ben, j'aurais pu simplement rajouter des conditions, me créer un test. J'aurais pu On va commencer. Fait que normalement, vu que mon test, quand je rentre dans une page que je veux valider, c'est qu'au moins vu qu'il est vide, il devrait être disable. Fait que là, j'ai rajouté un petit test. Fait que should be disabled when le field est invalide. Avec mon super anglais. Fait que si on retourne dans les tests, sign up. Parce qu'on peut rouler juste un fichier à la fois ou toute la suite. Fait que là, on lance l'exécution, mais là, on trouve ça long parce que c'est le dernier d'en bas. Fait que là, on va optimiser un peu ça. On ne va pas perdre notre temps à rouler tous les autres tests. Il faut rajouter seulement... On va juste rouler celui-là. Là, on va se mettre à jour. Et voilà. Fait que là, on se rend compte que quand
quand il va essayer de valider que notre bouton n'est pas disable, on a retourné une petite erreur. Puis après ça, on va pouvoir incrémenter notre code pour corriger ça, puis faire la loop au fur et à mesure. Exemple, n. Ah, on l'entend quand je tape? C'est quoi, non? Ah, c'est form valid. Fais-tu de même? Regarde, tu vois, je suis pas sûr. Juste aller voir. Ah, j'ai fait louper, hein? Le coquin. Ah, c'est quoi donc? Or. Je pense que c'est. Ah, quand la démo. Ça marchait chez nous. Restart. My bad. Bon, c'est invalid. Disable. Il faut que je le disable quand? Ouais. Not valid. Bon, on va tricher un peu, là. Tadam! Pam, 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 pam. Je pense que c'est peut-être mon test que j'ai brisé. Ben, ça ressemble à ça, d'habitude. Tantôt, quand je voyais le Terraform, je me dis, ah, je pourrais pas faire pire que ça, là, mais. Bon, là, c'est. Bon. Vous viendrez me voir tantôt, je vais vous montrer que ça marche, là. Fait que, retournons en présentation. Bon, live démo. Fait que résultat de l'expérience, après avoir pratiqué puis être vraiment devenu bon, puis faire des tests qui marchent, ben, j'ai commencé à utiliser l'outil, puis j'ai vraiment réussi à améliorer mon temps pour compléter une tâche. Fait que, en faisant des codes maintenant avec un outil comme ça, je suis capable de tester plus rapidement. J'ai bien meilleure couverture des tests. Puis j'ai impressionné une couple de clients en leur montrant l'outil. Puis j'ai commencé à ma première étape en. Je n'ai pas parlé à mon client. Puis il fallait que je corrige une couple de bugs. Fait que, sans dire, ben, j'ai tout installé ça. Puis chaque fois qu'il m'envoyait un bug, ben, il m'expliquait le comportement désiré. Fait que j'allais dans Cypress, je le faisais. Puis jusqu'à temps que je le corrige. Puis là, j'étais content à chaque fois. Puis ce qui était le fun, où est-ce que j'ai gagné énormément de temps, c'est que ces cas d'erreur étaient vraiment compliqués. Puis il fallait remplir des gros forms. Fait que vu que j'avais automatisé des tests pour les forms, ben, j'étais capable de récupérer de bug en bug mes mêmes fonctions pour passer au travers des forms.
Fait qu'après ça, c'était super rapide. Puis quand tu as presque 1 minute d'étape manuelle, ben, c'est là qu'on gagne énormément de temps. Deuxième client que j'ai fait ça, c'était sur un nouveau projet où est-ce qu'on a rentré ça subtilement. Dans le fond, tout au long du développement, chaque fois qu'on partait à une nouvelle feature, on codait notre test Cypress en premier. Puis à la fin, quand on y a montré, ben, on n'y avait pas parlé qu'on allait rajouter des tests end-to-end, rien. C'est juste qu'on y a livré à la fin, puis on a fait exécuter ça. Puis il y avait la mâchoire à terre, puis ils se disaient Ah, c'est ça qu'on a besoin chez nous. Puis là, ils montrent ça à tous leurs développeurs. Regardez, ils peuvent faire ça. Pourquoi nous, on ne fait pas ça? Fait que c'est là qu'on leur a présenté l'outil, puis qu'on les a conseillés sur comment améliorer leur développement puis la qualité du code. Fait que, vraiment, les tests, c'est votre outil en tant que développeur. Attendez pas que quelqu'un vienne vous dire de faire des tests. Prenez des fois l'initiative, puis de toute façon, c'est vous qui êtes imputable sur la qualité du code. Fait que c'est pas mal ça. Bonjour. Souvent, ces affaires de tests-là, c'est généralement des forms que tu remplis puis tu cliques un peu partout. Disons, moi, mon cas d'utilisation, en tout cas dans mon entreprise, c'est généralement des trucs qu'on dessine. Est-ce que tu sais une idée de comment on pourrait faire du end-to-end là-dessus? Parce que, par exemple, si je dessine un die, c'est un petit peu difficile de... Bien, si ton dessin, ça reste des actions que l'outil te permet de faire, ça reste la même chose, là. Fait que si, dans le fond, tu es dans un canevas, puis il faut que tu cliques, dans le fond, d'un point à un autre, bien, tu vas être capable de le spécifier. Fait que ça reste des actions manuelles que tu peux simuler. Puis tu peux même te créer des méthodes qui peuvent être, exemple, créer dans mon cas, tu sais, ça reste du JavaScript. Fait que tu te crées une méthode qui est créer un losange, puis là, tu définis c'est quoi les méthodes pour créer ton losange. Puis dans tous les tests, tu vas en avoir besoin, tu vas pouvoir le réutiliser. Fait que, oui, des fois, peut-être le premier, tu perds peut-être un peu de vélocité à le faire tout seul, mais à longue, bien, si tu as la suite d'outils, là, si tu le répètes de manière fréquente, tu vas avoir ton gain là-dedans. OK. Pour rajouter, là, je sais pas si Cypress le fait, mais c'est possible aussi des fois de comparer juste des screenshots. Quand, au fond, tu fais l'action, tu prends le screenshot, puis si le screenshot n'est pas différent de la version d'avant, c'est parce que tu n'as rien brisé. Ou sinon, ben, tu as tout pété. Sinon, très belle présentation, merci. On a essayé d'utiliser Cypress un peu pour nous, qu'on a eu quelques difficultés avec, tout simplement, vu qu'on avait des systèmes externes, en fait, des dépendances des systèmes externes. Je me demandais si tu avais eu des problèmes similaires ou des bloquants que tu as eu à utiliser Cypress, en fait. Là. Les premiers bloquants que j'ai eus, je te dirais, c'est la sécurité. Dans le fond, je pense que c'était les anti-forgery tokens qu'on avait de la misère. Fait que j'ai trouvé un moyen de désabler ou je pense que je clearais mes cookies à chaque fois. Fait que là, il allait le chercher. Le server-side rendering, vu qu'on était Angular, puis on essayait d'intercepter certaines requêtes pour moquer certaines informations. Mais vu que les requêtes se faisaient côté serveur, ben, on ne pouvait plus les intercepter. Fait que c'est sûr que là, on a changé un peu la stratégie d'attaquer les tests pour le server-side rendering. Soit on le désablait, ou soit, dans le fond, au lieu d'arriver de visiter directement la page qu'on voulait tester, bon, on arrivait en cliquant à partir d'une autre page. Fait que le rendering, il se faisait directement dans la page web. Pour les third party, mais là, c'est plus, moi, je vois plus ça comme l'intégration continue, c'est l'environnement dans lequel tu vas le tester, de le setuper pour être capable de faire tes tests. Là, c'est sûr que plus ton environnement est complexe, plus tes tests end-to-end, ça devient un challenge. Puis comment setuper ton data, ça, c'est tout un défi, là. Quand tu développes une application, si tu veux le tester, ben, c'est peut-être de réfléchir, de te donner des fonctionnalités pour faciliter les tests. Fait que des fois, c'est peut-être de te rajouter des calls aux API qui vont te permettre de créer du data, qui vont te permettre de faire tes tests après. Si tu n'as pas ces API-là, ben, des fois, il faut que tu fasses des twists qui ne sont pas toujours sexy. Fait que, quand tu te donnes des outils, ben, ça facilite énormément et ça augmente la vitesse auquel tu es capable de faire tes tests. Petite question ici. Souvent, les tests end-to-end, c'est dit comme étant fragile un petit peu. As-tu des conseils sur peut-être comme pas utiliser les sélecteurs CSS que tu vas styliser parce que des fois, ton layout va être mis à jour sur comment tu utiliser des data attributes en HTML ou de faire des classes qui sont propres pour tes tests?
As-tu des best practices par rapport à ça? Ben, moi, personnellement, j'utilise un attribut que j'appelle data test, que je mets sur les éléments HTML, qui est juste utilisé pour mes tests end-to-end. Puis ça, justement, ça m'a simplifié énormément la vie parce qu'il n'y a aucun refactoring du design qui vient affecter comment mes tests sont exécutés. Puis si mon comportement, exemple, tel bouton, il signifie quelque chose, puis c'est déplacé à quelque part d'autre, l'action, ben, j'ai juste à déplacer mon tag. Fait que ça rend ça aussi beaucoup plus facile. Puis vu que j'écris mon test avant, ben, j'ai juste à mettre le tag sur le bon élément HTML. Mais oui, en plus, tu peux créer des méthodes directement dans la librairie de Cypress, ben, augmenter, dans le fond, le CY pour être capable, pour ajouter des fonctions. Puis moi, j'ai rajouté un get, justement, que par défaut, il va chercher cet attribut-là. Fait que j'ai pas besoin de réimplémenter ça à chaque fois. Fait que c'est quand même facile à utiliser. Une question aussi. J'étais curieux parce que la présentation commence avec que c'est difficile de vendre à un client de passer du temps à faire des tests. Est-ce que le développement, cette méthode-là est plus facile à vendre ou est-ce que ça a changé votre façon de vendre l'idée de faire des tests? Je le vends plus. Je pense que c'est ça la bonne manière. Puis l'approche, c'est je prends... quand je fais une évaluation, il n'y a pas de compromis à avoir. Je pense que c'est ça, c'est un peu le titre de ma présentation. Là. Si tu commences à faire des compromis puis qu'on va sauver du temps si on ne fait pas un petit test là ou on évite ça, ben à la fin, c'est toi qui finis par payer. Fait que, si tu crois en ton outil, ben utilise-le. Puis c'est là que tu vas être capable, tu vas être gagnant. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, disons que dans tes tests, tu avais du data que tu ne voulais pas qu'il leak à l'extérieur ou tout. À ma compréhension, Cypress, c'est comme une espèce de service à part, right? Bien, ça se roule sur ton poste ou sur un serveur que tu peux hoster. OK, donc ça peut être derrière ton network. Oui, tu fais ce que facilement. tu veux. Le seul côté qui est de l'autre côté, c'est qu'il y a le dashboard pour les résultats des tests. Mais toute l'exécution des tests, ça fait de ton côté. Fait que toi, dans le fond, moi, quand j'exécute, dans le fond, moi, je roule Cypress dans mes projets, souvent avec Azure. Fait que je vais me lancer soit un Docker ou quelque chose avec Cypress installé dessus. Puis j'y injecte, dans le fond, tous mes tests, j'exécute. Puis après ça, il est capable de m'outputter. Là, c'est des résultats de tests JUnit que la plupart des outils de CI sont capables d'interpréter puis de faire des rapports après avec ça. Fait que j'utilise ça. Puis si je voulais, ben, comme je disais, ben, la parallélisation, elle passe de base par leur outil de dashboard. Fait que si vous voulez le faire, ben, dans votre outil, ben, ça va être d'appeler peut-être un module à la fois avec différents serveurs ou différents agents de test. Puis vous êtes capable de vous rendre avoir certaines parallélisations.